Mesdames et messieurs, bonsoir. L'écriture et la politique, la coordination est-elle toujours de rigueur? Une interrogation qui voyage dans le temps, mais également dans l'espace politique. Beaucoup se remémorent ou bien ont la nostalgie de la plume de Senghor, Mamadou Dia, Majbou Diop ou encore Landing Savané, des hommes politiques, des écrivains aussi. Aujourd'hui, quel est le constat? Les discours tonnent de plus en plus, les pages bruissent de moins en moins, dans un champ où on peut convaincre avec l'oral, mais également avec l'écrit. La politique en librairie, le thème de votre émission Belle Ligne, qui reçoit 3 invités spéciaux, des hommes politiques, mais également des écrivains. Elhadji Amidou Kassé, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, journaliste, homme politique, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages, Les Mamelles de Tiendela, Clair Désir, Ici-bas, Misère de la presse, Les Nuits de Salam, entre autres, et votre dernier recueil de poèmes s'appelle Les emblèmes du désir. Un désir ardent d'être avec Abdoulatif Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Journaliste ou bien ancien journaliste d'investigation, formateur au CESTI, éditorialiste, homme politique, ministre également. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, Le Sénégal à l'épreuve de la démocratie, enquête sur 50 ans de lutte et de complot au sein de l'élite socialiste. Wade, en opposant au pouvoir, l'alternance piégée, une interrogation à faire Maître Sey. Un autre sur commande, publié en 2005, la liste n'est point exhaustive, mais on n'oubliera pas votre roman publié en 2007 qui s'appelle La ressuscité. Le discours, son discours le ressuscite dans le champ médiatique. Nous sommes également avec Dr Abdourahmane Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tout simplement juriste, docteur en droit international et économique, président du parti Awali, écrivain aussi. Vous avez publié L'Afrique et le droit à la différence dans les négociations commerciales internationales et récemment votre livre-programme De la concurrence à la concordance, transition démocratique vers la République sénégalaise. On n'oublie pas que ce livre a été publié par votre maison d'édition qui s'appelle Ndahnam. Nous restons avec vous, docteur Abdourahmane Diouf. Qu'est-ce qui motive l'acte d'écriture chez un homme politique? Bonsoir Papa Lune, bonsoir à mes grands frères Abdoulatif et Kassé. Je ne sais même pas ce que je fais ici en fait parce que je suis en face de grands écrivains, des gens qui m'ont aidé à grandir. Je ne sais pas si ce que je vais dire va plaire au grand Abdoulatif Coulibaly, mais pour moi son meilleur ouvrage c'est le premier, de 99, qui fait le récapitulatif de l'histoire politique du Sénégal et que je recommanderais aux plus jeunes. C'est un livre que je lis toujours. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, ils sont excellents, mais le premier, à mon avis, est celui vraiment qui m'a le plus marqué. J'ai été aussi jeune, homme 2 ans, mais qui est ce jeune lauréat du Grand Prix du Président de la République, Les Mamelles de Tiendela, qui résonne encore dans ma tête. Donc du coup, je ne sais même pas ce que je fais ici avec des gens aussi brillants. Moi, j'ai beaucoup écrit dans le domaine professionnel, comme les gens le font, le commerce international, les accords de partenariat économique, les questions d'intégration régionale. Et puis bon, récemment, quand je devais revenir en politique, j'ai écrit cet essai sur les institutions au Sénégal, qui est le premier d'un triptyque. Les 2 autres vont suivre sur l'économie et sur les questions solidaires. Mais j'ai voulu écrire pour prendre date, parce que nous sommes dans un pays où on parle beaucoup, on est de tradition orale, mais on ne marque pas les choses. On ne les marque pas, on les oublie. Finalement, on ne sait même plus qui a dit quoi, on ne cite plus personne. Et puisque l'idée d'une nouvelle République sénégalaise nous paraissait assez novatrice, je me suis dit, même si le temps manquait un peu, on va essayer de marquer ça dans le cadre d'un ouvrage et de partager ça avec les Sénégalais. Mais tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y a des limites extrêmement importantes, que la majeure partie des gens ne lisent pas. Parce que ce livre aussi a une histoire. Hein. À la base, j'ai fait une conférence à l'Université de Saint-Louis, où j'ai parlé pour la première fois de la démocratie de concordance. Les réactions étaient tellement intéressantes que je me suis dit non, mais finalement je vais faire un article pour clarifier. Et en écrivant l'article, j'ai pris le goût et je me suis dit mais pourquoi pas clairement un livre sur les institutions. Mais justement, quand vous finissez de faire le livre sur les institutions, presque 400 pages, les réactions que vous avez de ceux qui vous avaient interpellé en vous demandant d'écrire un livre, c'est de vous répondre sur Facebook par une phrase. Excellent, point d'exclamation, ou vous êtes nul, point d'exclamation. Donc il y a tout un débat à avoir sur la lecture au Sénégal et sur l'écriture. Mais pour ma part, j'écris pour témoigner, j'écris pour prendre date, j'écris pour partager des fois mes folles idées avec les Sénégalais. Et voilà où j'en suis jusqu'à pour là. Abdoulatif Coulibaly, que cherche l'homme politique en écrivant un livre? Il cherche quoi? Il
cherche à s'exprimer, à participer au débat de façon claire et nette, prendre position. Ouais. Moi, je considère pour ma part qu'un engagement dans les sciences n'en est pas un. Si vous êtes engagé en quelque chose, la politique, ou vous êtes engagé dans un parti politique, dans un gouvernement, au-delà du désir naturel à la liberté, l'écriture étant pour moi la liberté absolue, ce désir est là, mais au-delà de ça, vous prenez des dates, vous exprimez votre engagement à travers les idées que vous défendez, à travers le programme du gouvernement auquel vous participez de façon active. Si vous êtes également dans l'opposition, vous écrivez parce que vous avez envie de prendre date, comme il le dit, mais également d'exprimer vos opinions, vos idées par rapport au projet démocratique global dans lequel vous vivez. Évidemment, il peut y avoir beaucoup de définitions là-dedans, beaucoup de motivations peuvent expliquer les uns et les autres, mais je crois que j'ai lu un texte qui a été publié, je crois, en 1964 par Roland Barthes, qui parle de l'écriture et de l'écrivance, pour distinguer ce qu'est l'écriture, écrivant. Ouais. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Quand l'homme politique prend la parole pour écrire un livre, il se positionne par rapport à des faits, il se positionne par rapport à une politique d'ensemble dans laquelle lui-même il prend part ou ne prend pas part ou la critique. Voilà un peu. Et les premiers livres que j'ai écrits, je considérais que c'était dans le prolongement naturel de mon travail. Oui. Voilà, de journaliste à l'époque. Et des livres d'investigation? Oui, pour la plupart, oui, sauf le roman, malheureusement, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Probablement, ce n'était pas mon domaine de le faire, contrairement à mon jeune frère Elage, que je salue au passage, un frère qui m'est très proche. En tout cas, vous avez osé écrire un roman qui s'appelle La Récité, publié en 2007. Abdourahmane Diouf l'a dit, docteur Abdourahmane Diouf, et la Jamilou Kassi, sur un peu cette société de l'oralité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce besoin d'écriture, c'est pour trancher avec cette oralité ou bien tout simplement entretenir un équilibre entre les deux? Oui, merci. Je salue d'abord Abdourahmane et évidemment Latif, qui est un grand frère, un confrère et un ami. Abdourahmane également, c'est un ami, on partage souvent des espaces de ce genre pour échanger, pas forcément en tant que politique, mais en tant qu'intellectuel. Alors, je voudrais juste apporter quelques précisions sur le livre politique, ou le livre des politiques. Ablatif Coulibaly a écrit son livre en 1999, pas en tant que politique, mais en tant que journaliste. C'était une très longue enquête au sein des élites socialistes, depuis les inspirations originelles jusqu'aux batailles entre réformateurs, non refondateurs et rénovateurs, quelque chose comme ça, dont les figures principales étaient Diboka et M. Ousmane Tanor Dieng. Notre ami Abdourahmane Diouf a écrit des livres, il l'a dit lui-même, sur le droit commercial, sur les négociations commerciales, pas en tant que politique, mais en tant qu'expert en la matière. Le livre politique est un parti pris, au sens partisan du terme. C'est-à-dire que, et c'est une tradition très française, des hommes politiques qui ont été au pouvoir, qui, au sortir de leur expérience du pouvoir, écrivent pour rendre compte de leur vécu à l'intérieur des institutions, ou alors des prétendants à la conquête du pouvoir qui écrivent pour décliner des positions idéologiques afin de convaincre forcément les électeurs. C'est pourquoi d'ailleurs à chaque séquence préélectorale, il y a beaucoup de livres dans des pays comme la France, et ainsi de suite. Alors, l'acte d'écrire n'est pas une rupture avec l'oralité, historiquement parlant. On peut y revenir si vous voulez. L'acte d'écrire signe essentiellement une haute étape de la rationalité, de la pensée. Dès lors qu'un certain nombre d'idées fortes, de paradigmes émergent, les gens trouvent évidemment la nécessité
d'inscrire cela dans le temps ou dans la durée. Et qui fait que l'homme politique, s'il écrit, c'est pour pas seulement être lu, mais aussi convaincre. Oui. Il y a une sorte de pragmatique du livre politique. Alors, mais ça, c'est complémentaire de l'oralité. Parce que de toutes les façons, l'oralité est antérieure. Il y a une antériorité de l'oralité qui est simplement prolongée dans le livre, qu'il soit politique ou qu'il soit technique ou qu'il soit idéologique. Mais le hiatus est énorme et béant entre l'oralité et l'écriture. Il y a plus de discours que de livres, par exemple. Au Sénégal? Oui. Non, c'est comme partout dans le monde. Surtout aujourd'hui, qu'on assiste à ce qu'on pourrait appeler un retrait de la pensée. Parce que même dans les champs politiques, la pensée devient extrêmement rare. Il y a des joutes, il y a des postures, mais des positions fortes au sens politique, idéologique, théorique du terme, il y en a de plus en plus très peu. Il y a des postures. Mais ça correspond à l'époque. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est un peu partout à travers. Et une réémergence extraordinaire de la parole, de l'oralité, parce que simplement, nous avons aujourd'hui, avec les révolutions technologiques, des espaces d'expression qui donnent la parole à tout le monde. Avant, il était exceptionnel de parler à la radio. On te dira, ah oui, on vous a entendu à la radio et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est devenu tellement banal parce que simplement, chacun d'entre nous, en soi, est un média. Il suffit que je prenne mon téléphone, que j'enregistre sur YouTube ou que j'enregistre sur un autre réseau social pour être entendu plus efficacement même, dans certains cas, que la télévision. Parce que le gars qui est là en train de parler, la personne qui est là en train de parler, dans Facebook ou dans Twitter ou dans YouTube ou dans Instagram, est capté par des millions et des millions de personnes. C'est parfaitement possible. Alors que notre émission sera vue peut-être par 100 000 personnes ou 200 000 personnes, et ainsi de suite. Alors, c'est donc, il y a, si vous voulez, l'époque technologiquement qui prédispose au retour triomphal de l'oralité sur l'écriture. Alors qu'avant, c'était conçu juste dans une complémentarité. Parce que le professeur qui publiait son livre l'a fait, en général, sur la base d'un enseignement qu'il donne, et c'est la transmission avec le relais oral, et le livre n'étant que le prolongement de ces thèses, mais déployé de façon beaucoup plus conceptuelle, quelquefois beaucoup plus corsée du point de vue conceptuel. Nous parlons de la révolution technique et de l'écriture, mais restons avec cette expression, le retrait de la pensée. On écrit de moins en moins dans le champ politique. Est-ce que le savoir a commencé à prendre ses valises dans le champ politique, Dr Abdourahmane Diouf? Je considère qu'on écrit de plus en plus dans le champ politique. Ah oui, parce que je viens de citer par exemple Senghor, Cheikh-Anta, ils écrivaient, mais aujourd'hui... C'était une toute petite minorité à l'époque. En ce moment, pratiquement tous les Sénégalais écrivent. Et je ne fais pas de la publicité, mais l'arrivée de l'Harmattan, par exemple, au Sénégal vers 2010, ça a révolutionné les choses. Moi, je connais énormément de gens. Les acteurs politiques écrivent de plus en plus maintenant. Mais énormément, tout le monde écrit maintenant. Alors, avant, il faut aller lire un livre de Latif Coulibaly. Avant, il y avait des livres événements. C'est-à-dire, on attendait que le livre sorte, 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, chaque mois, il y a des livres qui sortent. Il faut faire un tour à l'Harmattan pour voir que tout le monde écrit. Parce que moi, je le dis par expérience, énormément de gens ont les manuscrits chez eux. Mais on est dans le champ politique. Puis tout le monde écrit. Tout le monde. Regardez actuellement, regardez, rien que pour les élections locales, moi je connais au moins une dizaine de jeunes qui ont écrit des ouvrages, pas sur le Sénégal, mais des ouvrages juste sur leur localité. Ça, c'est une révolution. Ça veut dire que les gens écrivent de plus en plus. Maintenant, il ne faut pas oublier que de par notre tradition orale, de par la façon dont notre société est organisée, c'est difficile quand même de s'asseoir et d'écrire clairement un ouvrage. Par exemple, moi, ce poids de l'oralité me hante au point que le livre que je viens de publier il y a juste 2 mois, j'ai fini maintenant de faire la traduction en oral. J'ai pris quelqu'un qui l'a lu intégralement et le livre va être publié sous une version sonore. Justement parce que l'écriture est difficile, mais la lecture aussi est encore plus difficile dans notre pays, surtout dans le contexte des technologies modernes. Mais moi, je pense que
Les Senghor aussi, est-ce qu'il y a des ouvrages de Senghor dont on peut dire qu'ils sont vraiment exclusivement politiques? Senghor a été dans son art. Oui, mais Senghor par exemple, Liberté 1 jusqu'à Liberté 5, il y a des dossiers politiques, il y a tout simplement de l'idéologie et tout au-delà d'être un poète. Globalement, il le faisait parce qu'il est à la base un écrivain. C'est son métier. Comme moi, j'ai écrit sur le commerce international, comme Abdou Latif écrivait sur les questions politiques de façon générale. Mais ma conviction est que les gens maintenant commencent à écrire, à produire une réflexion sur le Sénégal et sur les Sénégalais. Et pour moi, c'est une tendance exceptionnelle. Oui, le présent est autant doré que le passé en termes d'écriture dans le champ politique, Abdou Latif Coulibaly. Généralement, c'est la théorie de l'ancien est toujours meilleur que le présent. Je ne suis pas du tout d'accord pour ça. Il y a une évolution. Les textes politiques ou écrits par des politiques à l'époque, c'était des textes de réflexion. Et beaucoup de rhétorique, beaucoup d'examens de problématiques majeures, où l'écrivain était moins présent en termes de réflexion. L'écriture politique aujourd'hui a une dimension subjective extrêmement marquée. Ce qui fait que vous regardez souvent les textes. Aujourd'hui, c'est des textes de positionnement, comme il l'a dit, où une partie approuve et l'autre désapprouve, selon la posture dans laquelle on est. Il l'a dit tout à l'heure, les hommes politiques, quand ils quittent le pouvoir ou ils s'engagent à entrer dans le pouvoir, où ils y sont, ils produisent des textes qui marquent d'abord leur propre personnalité, leur façon de voir la société. Or, il y a des textes, depuis Chateaubriand d'ailleurs, qui étaient une réflexion d'ensemble et globale par rapport à l'intérêt général et par rapport à une cause qui était une cause partagée par tout le monde. Aujourd'hui, il va écrire sur les institutions avec la perspective qu'il a, lui, de la conception de ces institutions. Non pas en termes de réflexion scientifique ou en termes de réflexion qui pourrait intéresser tout le monde. C'est un essai. C'est de l'entre-soi. C'est un essai. C'est l'entre-soi quasiment. Maintenant, dire qu'il y en a plus avant ou aujourd'hui, ce qu'on peut questionner, c'est probablement, et là je m'avance un peu trop, peut-être la qualité de ce qui est produit. Pourquoi pas, oui. Voilà. Si on questionne cette qualité-là, si vous comparez les deux époques, ce n'est pas la même chose. Ils n'étaient pas très nombreux. C'était des intellectuels confirmés dans des domaines bien précis qui arrivaient sur le champ de l'écriture par voie de la politique ou par voie professionnelle. Aujourd'hui, je préfère questionner plutôt la qualité. Ce que je remarque, les documents qui sont écrits sous une forme subjective, chez nous, sont beaucoup moins documentés qu'ailleurs. Il manque tellement de faits précis à partir desquels on fait les analyses qu'à un certain moment, on doute de la pertinence. C'est le journaliste qui parle? Et le journaliste et le politique, si vous voulez bien. Je vais vous expliquer une chose qui est très simple. Allez-y. J'ai été dans un débat avec un politique. D'emblée, il me dit que le président de la République n'a pas de vision, n'a pas de programme politique. C'est faux. Je dis attention. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la vision qu'il propose, mais les documents de politique qu'il a posés sur la table depuis 2014 et même avant, est quand même un document. On peut récuser les thèses qu'il développe. On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut même douter de la pertinence de la vision qu'il pose, douter également des objectifs, douter de leur pertinence par rapport aux possibilités d'atteindre les objectifs qui sont posés. Mais dire qu'il n'a pas, ce n'est pas exact. Et souvent, si vous regardez les textes, il y a une défaillance structurelle dans le propos et dans la façon de conduire le texte, du point de vue méthodologique. Vous voyez beaucoup d'affirmations péremptoires qui ne sont pas étayées par des faits. Ça, c'est le politique qui parle maintenant, c'est plus le journaliste. Non, pas du tout. Moi, je crois, quel que soit, quand on argumente et on propose quelque chose au lecteur, l'obligation vous est faite à chaque fois que vous affirmez quelque chose de l'étayer par un fait. Ça, c'est le journaliste. Mais c'est également, c'est quelqu'un qui veut démontrer une thèse. Ce n'est pas parce qu'on a une opinion qu'on est exempté de faits et qu'on est exempté d'une démonstration rigoureuse. C'est ça que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec le journaliste. Si vous prenez la responsabilité de proposer à l'opinion publique un texte qui se prononce d'abord sur l'avenir de cette opinion publique, vous avez l'obligation d'être rigoureux dans la façon d'exposer des faits
pour arriver à poser un postulat et le démontrer. Enfin, on ne démontre pas les postulats, mais au moins donner les éléments qui vous permettent d'apprécier fondamentalement que recouvre le postulat et l'hypothèse que vous posez. Ça, j'ai lu beaucoup de livres, sans aucune prétention. Parfois, je me dis, il y a quand même des problèmes, ce point de vue-là. Exactement. Voilà. Et là, Jamilou Kassé, est-ce que l'acte d'écriture chez un politique ou bien pour un politique est un acte de légitimation sociale? Je ne sais pas exactement ce qu'on entend par légitimation sociale, mais si... parce que j'écris, parce que j'ai des arguments, j'ai des choses à faire démontrer. Oui, je suis oui. un intellectuel, voilà, par exemple, parce que l'intellectuel, comme disait Sartre, c'est celui qui écrit, par exemple. Oui, bon, parce que là, nous avons l'intellectuel, nous avons l'écrivain, nous avons le politique. Oui. Encore une fois, en un seul profil, on peut avoir toutes ces identités. Mais ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de transitivité entre les trois. Ah oui. Parce que Pourquoi? Un intellectuel peut ne pas écrire. Au Sénégal, par exemple, il y a des intellectuels qui relèvent de ce que j'appelle la tradition endogène. C'est-à-dire Vous prenez quelqu'un comme Kocc Barma, il n'a pas écrit. Mais il est considéré comme un éminent intellectuel de son époque. Silence fait et réserve faite sur ses énoncés. Oui. Parce qu'il faut les critiques de la raison orale, par exemple, du professeur Mamoussé Diagne. Justement, Oui. Mamoussé Diagne Ouais, a oui. bien Oui. campé la problématique en montrant comment dans les traditions, dans les oralités, s'élaborent des techniques de non seulement d'énonciation, mais également d'archivage et de transmission. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'acte d'écriture n'est pas forcément consubstantiel à l'identité intellectuelle. Alors, on peut donc ne pas écrire et être intellectuel, parce que c'est juste Mais un ça lui mode manquera d'expression. quelque chose quand même. Non, pas forcément. Ah oui. Parce que Diagne, le professeur Diagne montre justement que les oralités, en tout cas les énoncés fondamentaux, non seulement sont produits, mais sont archivés selon des techniques qui relèvent encore de l'oralité, mais transmis selon des techniques qui relèvent encore de l'oralité. Parce que l'écriture, c'est quoi? L'écriture, c'est juste le passage de la pensée dans des signes qu'on appelle l'écriture ou les lettres, pour justement décliner une vision. Avec un long travail qui n'est pas une sinécure. Mais forcément, Oui. l'oralité également est un long travail. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier le fait que les intellectuels de tradition endogène ou de tradition de pensée endogène élaborent avant d'énoncer. Donc c'est tout un travail d'articulation. Chez nous, on a, en tout cas les philosophes, un maître fondamental qui s'appelle Socrate. Socrate n'a pas écrit. Platon a écrit pour lui. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il n'est pas un intellectuel, au sens de quelqu'un qui est engagé dans la cité, qui réfléchit sur la cité, qui fait des énoncés sur la cité et qui émet des jugements sur la cité. Ça, c'est un processus tout à fait intellectuel. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été condamné à mort. Le motif de ses accusateurs, c'était de dire que c'est un corrupteur. Un corrupteur, c'est-à-dire quelqu'un qui débauche la jeunesse et qui le confronte à des idées qui ne sont pas habituelles, qui ne relèvent pas des coutumes de la cité. Alors, donc, l'acte d'écrire n'est pas forcément consubstantiel à l'identité intellectuelle, premièrement. Deuxièmement, on peut, je le rappelle, Abdourahmane a écrit beaucoup de textes dans son domaine de compétence. Oui. Ça n'a rien d'intellectuel. Ah oui. C'est de la technique, c'est de l'expertise. Ça, c'est du champ compétentiel. Mais il y a de Alors l'esprit dans le monde intellectuel, il y a de l'esprit, ce travail spirituel. Mais justement, oui. Oui. Mais je veux dire que quand on dit intellectuel, Oui. ça transcende les compétences. On est dans un champ transcompétentiel. Oui. Et c'est pourquoi Latif Coulibaly peut se prononcer sur tous les problèmes, non pas en tant que technicien, mais en tant qu'intellectuel,
parce qu'il prend position sur les questions fondamentales qui interpellent la société, qui se posent dans la société. Il veut leur donner une orientation, parce qu'il y a le fait, et il y a jugement sur le fait, et il y a ce qui arrive, qui nous confronte au fait, et qui nous amène à avoir peut-être un autre jugement, ainsi de suite. Et la rupture chez Latif Coulibaly, c'est entre Medsey, un meurtre sur commande, affaire Medsey. Je crois que c'est son dernier livre, pas politique, mais en tant que journaliste. La rupture, c'est quand il prend sa plume pour prendre en charge la politique dans laquelle il est impliqué et dont il est partisan. En ce moment, on peut parler de Latif Coulibaly en tant que politique qui écrit sur la politique. Mais Latif Coulibaly, journaliste qui écrit sur la politique, ça relève de l'identité du journaliste qui est dans une investigation tout à fait professionnelle et qui prend le soin de confronter beaucoup de sources pour justement étayer ce qu'il est en train de faire. Maintenant, il peut avoir un jugement sur ce qu'il est en train de faire, mais ça relève d'un autre processus. Oui, exactement. Mais la cible, c'est un homme politique. On peut écrire en n'étant pas politique, mais contre un homme politique, et ça peut avoir des effets. Est-ce qu'écrire dans le champ politique également permet de prendre un peu de la hauteur, si je peux reformuler ma question comme ça? En tout cas, modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, j'ai essayé d'objectiver l'écriture dans l'ouvrage que j'ai fait sur la Nouvelle République sénégalaise. Ce n'est pas un ouvrage contre le régime en place, contre les anciens présidents, contre les politiques. C'est une réflexion générale sur la façon dont notre société fonctionne. C'est une réflexion sur les institutions, notamment sur la Constitution du Sénégal. C'est à la fois l'ouvrage d'un homme politique qui a pris du recul pour regarder la façon dont les institutions fonctionnent. C'est l'ouvrage aussi d'un juriste qui a quelques connaissances en droit constitutionnel qui lui permet de faire l'exégèse de la Constitution. Mais c'est aussi l'ouvrage de quelqu'un qui est fortement imbibé des réalités endogènes sénégalaises et qui a fait le constat que nous ne vivons pas avec nos propres idées. En fait, l'idée centrale de l'ouvrage, c'est ça. Senghor a beau être extrêmement intelligent, intellectuel, écrivain, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, mais j'ai considéré en toute modestie qu'ils sont venus se mouler dans le système de la Ve République française qui existait sans pour autant questionner ça. Abdoulaye Wade est un grand écrivain. On parlait des livres. Je pense que son ouvrage édité en 86 ou 88, Un destin sur l'Afrique, que j'ai aussi chez moi, c'est un ouvrage référent. C'est un tout petit ouvrage, mais qui a fait pratiquement toute la carrière du président Abdoulaye Wade. Mais même dans cet ouvrage-là, il n'y a pas ce questionnement-là de la République dans laquelle nous vivons. Tous, autant qu'ils sont, malgré leur brillant intellectuel, se sont engouffrés dans l'espace cervical c'est ce que vous démontrez dans votre livre. De Gaulle, en fait, et personne n'a essayé de remettre ça en cause. Donc moi, quand je viens faire ça, à un moment donné, bon, ça c'est une petite confidence, j'ai même envisagé avoir les préfaces et postfaces d'anciens présidents, mais je me suis dit, puisque je suis en train de déconstruire les républiques dans lesquelles ils ont régné, ce ne serait pas très élégant de leur demander de faire des préfaces ou des postfaces. Donc oui, moi j'ai essayé d'objectiver, ni pour ni contre, mais pour une réflexion prospective pour un autre Sénégal. Maintenant, une autre question qu'on se pose aussi, peut se poser aussi, c'est la question des nègres. Est-ce que les hommes, les hommes politiques écrivent eux-mêmes? Moi, j'ai lu des livres dont je suis sûr à pratiquement 100% qu'ils n'ont pas été écrits par les auteurs proclamés. Ce n'est pas un délit, mais ça procède aussi d'une autre façon de se prononcer sur les questions fondamentales. Nous sommes dans un pays où ma conviction, et là je fais un parallèle avec les programmes. Moi, j'appartiens à une génération qui a grandi, mais sans lire des programmes des hommes politiques qui se présentent à des élections présidentielles. À partir de quand on a commencé à écrire des programmes au Sénégal? C'est très récent. C'est pour ça que moi, contrairement à ce que vous dites, ma conviction, c'est qu'on écrit de plus en plus. Avant, l'élection de 2019, c'est pratiquement la seule élection où tous les candidats avaient des programmes écrits. Avant, ça ne se faisait pas. Maintenant, ça se fait. Mais si on a la lucidité de lire aussi le contenu de ces programmes et de ces livres, on se rend compte qu'on le fait à la limite pour s'aligner aux autres, en sachant que ce n'est pas le programme qui fait gagner.
Mes frères, moi je suis désolé, mais par exemple, je pense foncièrement que ce n'est pas le programme Yoonu Yokkute qui a fait gagner le président Macky Sall. Sur les déterminants politiques. Non, c'est juste. Je reste dans l'objectivation. Oui. C'est-à-dire qu'il a gagné parce qu'il a mérité d'avoir gagné. Oui. Il a gagné parce qu'il a su comprendre les déterminants du vote. Mais si on devait faire un pourcentage, ce n'est pas le document Yoonu Yokkute en tant que tel qui a fait tilt dans la tête de la grand-mère qui habite à Kaolack. Mais ça peut faire aider à élire un candidat. Oui. Ça peut aider, mais de façon encore marginale. Oui. Ça fait partie des genres de choses. Il faut le faire comme tout le monde pour ne pas que ce soit un biais, mais le fait de le faire ne vous propulse pas forcément au devant de l'actualité. Mais donc pourquoi écrire alors pour un politique? Pourquoi écrire quand on est en politique? Bonne question. De tous les manières, quand vous êtes politique, la posture dans laquelle je suis aujourd'hui, les gens prendront la parole pour parler de ce que vous faites, vous parlez de l'action à laquelle vous participez. Moi, personnellement, je ne compte pas me taire et laisser aux autres le soin de constituer la masse critique à partir de laquelle les historiens demain vont dire ce que j'ai fait en 2000, 2012 jusqu'en 2020, 2022. Laisser le seul soin à ces gens-là de puiser dans les travaux et les écrits des autres et oublier moi ce que j'ai fait. Je témoigne, comme il l'a dit tout à l'heure, pour dire pourquoi j'y étais, comment j'y étais, à quoi j'ai assisté, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que doucement, si l'on s'en tient juste à la critique politique, parfois très évanescente à travers les radios et les télévisions, ce ne sont pas les documents des radios et des télévisions qui vont servir la documentation de demain. Ce sont les écrits. Ce sont les écrits des journalistes, ce sont les livres que nous-mêmes avons produits, soit on est de l'opposition ou on est du pouvoir, qui serviront essentiellement de base aux historiens qui vont travailler en l'an 2050, 2070. Pourquoi ne pas donner ma part de vérité aujourd'hui? Donc j'écris aussi pour qu'au moins, si dans 50 ans, 60 ans, un de mes arrière-petits-fils, quelqu'un a écrit sous le régime de Macky Sall, alors que j'y étais, qu'il puisse aller consulter l'ouvrage de son aïeul pour dire voilà la conception qu'il en avait. Et c'est important pour moi. L'histoire. Eh bien oui, parce qu'au fond, pourquoi l'histoire était si bien écrite entre guillemets en Europe? Parce que les gens, ils ont des sources écrites à partir desquelles ils travaillent. C'est vrai ce qu'elle a dit du point de vue philosophique. Mais un philosophe peut ne pas, au sens de la philosophie, ne pas écrire. Mais quand vous produisez la pensée, quelle qu'elle soit, vaut mieux l'écrire et pouvoir la laisser ici. Parce que le transmettre de façon orale, c'est la trahir également quelque part. Mais si vous-même, vous l'écrivez, vous la consignez, vous avez toutes les chances d'être cité demain. Je ne suis pas sûr que tous les philosophes sénégalais qui ont vécu il y a 200 ans puissent être cités aujourd'hui. La preuve, on n'en cite qu'un, Kocc Barma. Généralement. Le professeur Mamoussé Diagne, avec une érudition extraordinaire, a démontré qu'il était effectivement philosophe. Mais combien de philosophes y a-t-il eu la dimension ou même qui dépasse Kocc Barma? Voilà les limites de la non-production écrite par rapport à un philosophe, quel qu'il soit d'ailleurs. Socrate a eu la chance d'avoir été écrit. En tout cas, Platon. C'est formidable. Mais ce que je veux dire ici, l'écriture n'a pas simplement pour fonction de participer et d'expliquer, mais là également une fonction extrêmement importante pour l'avenir. Moi aujourd'hui, j'ai pu écrire pour dire, pendant les 2 mandats que le président Macky Sall a fait, le premier, le 7e mandat, les 7 ans, voilà ce qui s'est passé. Et sur des bases de faits qui sont vérifiables avec des citations, des références, qui ne sont pas les références du gouvernement sénégalais simplement. Rupture, elle est apparente. Pourquoi? Oui, je vais expliquer à RH. J'utilise les mêmes méthodes, hier comme aujourd'hui, au moins du point de vue méthodologique. Parce qu'à chaque fait que je commente, l'opinion que j'émets aujourd'hui peut être différente de l'opinion que j'avais émise l'autre jour, c'est possible. Mais le fait à partir duquel je l'émets est un fait objectif, que je ramène à la surface de mon livre, et c'est à partir de ce fait que moi je tire des conclusions et des opinions. Il faut un travail d'équilibre entre le subjectif et l'objectif. Bien sûr. D'ailleurs, pour moi, l'objectif doit dominer un bon livre politique, comme le font si bien les écrivains ou écrivains de culture anglo-saxonne.
vous verrez dans leurs livres toujours un fait à partir duquel ils se prononcent. Vous pouvez contester leur opinion et le commentaire qu'ils font. Mais impossible de récuser les faits qu'ils ont convoqués. Parce que simplement, au-delà du fait qu'ils l'ont convoqué, ils vous renvoient une référence. Et vous y allez, vous trouverez forcément le fait tel qu'il a été décrit quelque part. Et ça, je trouve ça formidable. Même les écrivains américains, qui sont des écrivains au sens classique du terme, l'écriture, regardez la trilogie de New York, de Paul Auster. C'est un livre formidable. Et pourtant, c'est un roman au vrai sens du mot. Une écriture pratique, dynamique, ce qui n'est pas le cas de la culture latine dont nous avons hérité. C'est généralement des postulats, de la rhétorique et de la belle rhétorique, mais absence totale de faits qui vous permet de vous prononcer de façon correcte. Même si vous avez de bonnes intentions à l'égard de l'auteur, parfois vous doutez à un certain moment. Et ça, c'est un vrai problème. Et là, Hamidou Kassé, Abdou Latif Coulibaly a convoqué l'histoire. Dans le champ politique, on écrit pour exister pour une durée plus longue. La question d'existence dans le champ politique est importante quand on trempe sa plume dans l'encre noire pour tacher les pages blanches. Tout à fait. Oui, Latif vient de le dire, tout livre, de façon générale, porte la marque d'un témoignage. On témoigne dans une époque historique bien déterminée. Et pourquoi c'est important? C'est important parce qu'il y a le fait, il y a l'histoire telle qu'elle est en train de se dérouler, mais il y a également, c'est le deuxième niveau, le rapport qu'on entretient avec cette histoire-là. Ça peut être un rapport d'intériorité ou d'extériorité. Et le troisième niveau, c'est le jugement qu'on porte sur ce fait historique, sur cette séquence historique. L'homme politique, comme tout autre écrivain, porte témoignage de ce qu'il a vécu, de ce qu'il ressent, de la manière dont il a jugé l'époque qu'il a traversée. Et c'est de ce point de vue que ce que Latif dit est tout à fait pertinent. Mais, il y a un mais. Lequel? Parce que la différence, c'est le rapport que tu établis au fait. Est-ce que c'est un rapport tout simplement narratif? Ou bien est-ce que c'est un rapport qu'aujourd'hui on appellerait alternatif? Ça dépend du genre. On peut choisir le genre. Non, même si c'est le genre politique, pas l'essai politique, parce que là également il y a une différence. Un essai, c'est sur une problématique bien déterminée, avec la position où tu convoques des arguments, tu croises des énoncés pour établir, mais avec un degré de subjectivité également. Parce non, que c'est un genre subjectif. Mais le simple fait de choisir un sujet et de choisir le champ des faits que tu es en train d'interpréter relève de la subjectivité. Alors, mais le fond du problème, ce n'est pas la subjectivité. Parce qu'en dehors des mathématiques pures, tout semble être subjectif. Y compris le droit. Je regarde ma droite. Alors, mon ami Abdourahmane Diouf. Donc tout est subjectif en réalité. Mais l'essentiel, c'est comme Latif l'a dit tout à l'heure, l'essentiel c'est comment tu manipules ta subjectivité et comment tu contrôles ta subjectivité pour qu'elle ne submerge pas ce que tu es en train de dire, si tant est que tu es dans une perspective de quête de la vérité. Parce qu'en ce moment, il y a ta subjectivité, ton parti pris, mais il y a également les arguments que tu puises dans des sources généralement triangulées, c'est-à-dire plusieurs sources, et tu fais les croisements, la triangulation, pour au moins, à défaut de parvenir à la vérité, approcher la vérité. Alors ça c'est un premier fait. L'autre aspect, c'est qu'au Sénégal, c'est vrai, Abdourahmane, on écrit beaucoup. Il y a énormément de gens qui écrivent. Peut-être même dans chaque famille, vous allez trouver un manuscrit. L'Harmattan publie peut-être une 50aine de livres ou une 20aine de livres par an. Il y a des éditeurs privés. Ok? Beaucoup d'éditeurs privés. Énormément de maisons d'édition. Mais qui écrivent, justement. Oui. Mais parce qu'un livre ne sont pas des livres politiques. Mal nommé. C'est ça, c'est pas des livres politiques.
généralement. Au sens, en tout cas, d'un livre qui repose sur une posture, un parti pris évident. Diouf, aujourd'hui, a écrit sur le concept de démocratie de concordance. Oui. Nous, on parlait de démocratie consensuelle. Mais je pense que sur ce plan, il y a des accords programmatiques et conceptuels entre nous. On doit converser. Alors, ça, c'est politique. En revanche, le gouverneur qui est à la retraite, qui prend sa plume pour raconter sa trajectoire, ça n'a rien de politique. Ça, c'est des mémoires. C'est des mémoires administratives. Dans le champ politique, par exemple, un homme politique écrit ses mémoires. Parce qu'on attend, le public également attend des confessions, par exemple. Mais le gouverneur n'est pas un homme politique. Oui, je parle du il écrit des mémoires, sa trajectoire administrative, etc. Mais bon, peut-être qu'après sa retraite, il entre dans le champ politique. Il prend sa plume pour défendre une position politique. Oui. En ce moment, on peut parler de livre politique. Oui. Mais pour terminer là-dessus, Abdourahmane, en 1957, le PAI avait un programme écrit noir sur blanc autour du triptyque Moom Sa Réew, Defar Sa Réew, Bokk Sa Réew de Majmout Diop. L'UPS avait un programme. Avant même le BDS. Oui, je parlais de programme public comme livre. C'était public. La période la plus récente. Oui, oui. Bon, c'est vrai, maintenant, les technologies ont avancé. Parce qu'avant, il y a des livres qu'on publiait. Bon, je garde encore les programmes renéotypés du RND, de Ande Dieuf, etc., etc. Mais la différence, c'est qu'en ce moment-là, il y avait des idées qui étaient en jeu. C'est-à-dire, c'était net et précis. Nous avions des communistes, nous avions les libéraux du PDS, nous avions les social-démocrates du Parti socialiste. Donc, c'était des orientations dans la pensée et dans la politique bien déterminée. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de dilution de plus en plus des grandes orientations et qui fait que c'est très difficile. Oui. Ça devient beaucoup plus difficile même d'écrire. Oui. Parce que tu te dis, mais si j'écris, je vais plagier le livre d'Abdourahmane, ou si Abdourahmane se dit, mais tiens, Latif a écrit, mais est-ce que je ne risque pas de le plagier, ainsi de suite. Même si par ailleurs, l'écriture, pour qui sait ce qu'est l'écriture, est forcément un plagiat, en partie. En partie, mais on peut réinventer, on peut ajouter de l'idée à une idée. Vous voulez réagir, docteur? Oui, par rapport à cette question, je suis relativement un peu plus jeune. En fouillant l'histoire politique du Sénégal, je sais qu'on a beaucoup écrit. Avant les indépendances, tout le monde était dans la bataille de la décolonisation, de la recherche de l'indépendance. Ils étaient extrêmement prolixes, ils écrivaient énormément. Mais en fait, le constat que je fais, c'est par rapport à ma génération. Par exemple, moi, la première élection pour laquelle j'avais vraiment conscience qu'il se passait quelque chose, c'était en 88. J'avais 18 ans. Bon, les plus jeunes ne savent pas qu'à 18 ans, à l'époque, on ne votait même pas encore. Mais je ne me rappelle pas avoir lu des programmes des candidats en 88. Pas en 93, pas en 2000. C'est en 2012 qu'on a eu, avec le Yoonu Yokkute justement. Je ne dis pas que le Yoonu Yokkute n'a pas été important, mais je dis que ça n'a pas été le déterminant de vote le plus important. Et c'est finalement en 2019 qu'on a vu que pratiquement tous les candidats ont présenté un programme écrit. Donc on revient à cette façon d'engagement pour espérer gagner des points en présentant ces idées. Et il y a des exemples. Nous vivons aussi l'époque Obama. Barack Obama a gagné l'élection présidentielle aux États-Unis avec 2 livres et un discours. Dreams from My Father, où il raconte l'histoire de son père, son autobiographie. Du storytelling. Exactement. Je suis parti de rien. Qui a fait que les Américains l'ont connu. Et après, il a écrit L'audace d'espérer, qui est pratiquement le discours programme, complété en amont par le discours de la Convention qu'il a fait en 2004, la Convention des démocrates. Ce sont les 3 éléments phares de la fusée Obama. Ça veut dire qu'on peut gagner dans une société où les gens sont alphabétisés et lettrés, où les gens comprennent ce que vous écrivez, si vous écrivez un livre. Regardez ce qui se passe actuellement en France. Sarkozy a été un excellent politique en matière de conquête politique. Je pense qu'il a été meilleur en conquête qu'en exercice.
mais il est encore plus prolifique aujourd'hui en termes d'écriture après avoir quitté le pouvoir. On a l'impression qu'il est tout le temps en justification, justement. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'a pas eu besoin de ça pour gagner le pouvoir, il n'a pas eu besoin de ça pour exercer le pouvoir, mais il a besoin de ça pour justifier ce qu'il a fait quand il était au pouvoir. Ce que Macky Sall a fait avec l'ouvrage le Sénégal au cœur, c'est assez inédit, c'est-à-dire qu'il fait le témoignage, il fait son récit pendant qu'il est en train d'écrire le récit. Bon, maintenant, après, M. Coulibaly va nous dire si c'est lui-même qui a écrit l'ouvrage. Bon, c'est un débat, je ne sais pas, beaucoup disent qu'il ne l'a pas écrit. On est en train de faire une émission sur l'écriture. Oui. Ce n'est pas parce qu'il a un nègre qu'il n'a pas de mérite. Oui. Parce que d'autres ont fait passer des idées sans pour autant avoir eu la capacité de l'écrire. Oui. Mais je suis juste en train de donner les temps d'écriture. Maintenant, on arrive à un moment, par exemple, moi, sur les 2 dernières semaines, je lis beaucoup le livre d'Abdou Diouf. Ça fait la 5e fois, je pense, que je suis en train de lire ça. Lequel, ses mémoires? Ses mémoires, oui. C'est le seul, je crois. Oui, oui. Il n'y en a pas eu d'autres, mais qui est justement en train de raconter l'histoire politique du Sénégal et de faire une synthèse de son accession au pouvoir. Pourquoi Abdou Diouf a eu besoin d'écrire? Pourquoi Amadou Mahtar Mbow, actuellement qui est centenaire, que lui donne vie, n'a pas eu besoin d'écrire? Et enfin, je vais terminer, il y a une dimension, on n'en parle pas assez, très, très narcissique dans l'écriture. Très, très narcissique, surtout au Sénégal. Au Sénégal, bon... Autrement dit, j'écris pour être quelque chose dans la société. C'est très fort au Sénégal. Bon, moi, je viens de créer une petite maison d'édition, très modestement. J'en suis à mon 5e livre maintenant. Mais je me rends compte que, en fait, c'est la question du input et du output. C'est-à-dire que vous êtes dans un projet et vous êtes tellement en train de réfléchir sur le résultat du projet que vous ne faites pas le projet en tant que tel bien. Le livre comme moyen et pas comme finalité. Quand vous parlez des gens de leur livre, la première chose dont ils vous parlent, c'est la cérémonie de dédicace. Parce que justement, la cérémonie... Mais voilà, parce que la cérémonie de dédicace, c'est l'occasion pour toute la famille de venir faire des témoignages sur la personne. Et le livre dans tout ça. Et le livre dans tout ça. C'est ça, je le dis toujours. Mais avant de penser à la cérémonie de dédicace, pensez à faire un bon livre. Mais à partir du moment où ils ont le manuscrit, ils ne réfléchissent pas sur toute la phase où ils doivent rendre le livre avec une excellente qualité, mais ils passent à la cérémonie de dédicace. Donc il y a cette dimension narcissique qui est très forte au Sénégal, où on va dans des cérémonies de dédicace, où le folklore est beaucoup plus important que le contenu du livre soi-même. Le politique a-t-il le temps pour faire un bon livre? On parlait tout à l'heure du temps d'écriture. En tout cas, il a le temps de faire un livre utile. Un bon livre, c'est une appréciation très subjective par rapport au positionnement, à la posture de celui qui apprécie. Mais un livre utile, c'est un livre qui informe, qui pose de vraies questions de société, que ce soit en matière de littérature ou autre chose. Quand vous prenez le 19e siècle en France, avec les romans réalistes et autres, vous vous rendez compte que c'était des livres extrêmement utiles pour la société française. Avec Balzac, oui. Et entre autres, d'ailleurs, tous les acquis fondamentaux sociaux partent de ces ouvrages-là, d'une certaine manière. Parce que ces mêmes auteurs ont intégré beaucoup de mouvements politiques ou les ont influencés, d'une certaine manière. Donc, des livres utiles, sans aucun doute. Un bon livre s'entend tant du point de vue de l'écriture, du style, de la stylistique, de tout. Donc, c'est assez difficile. Moi, je ne suis pas bien placé pour apprécier un bon livre. Moi, les livres, j'aime ou j'aime pas. Un livre bien écrit, pour être plus précis, par exemple. Oui, la thématique abordée, la façon de l'aborder, l'intelligence et la création qu'il y a dans le texte. Un livre aussi, c'est une œuvre, c'est de l'art, c'est une esthétique. Pour ça, la présenter, c'est l'esthétique, la faire de manière que les gens aiment. Le Mamel de Tchanela, je lisais, j'ai rigolé. Beaucoup rigolé. Connaissant l'auteur qui a écrit le livre, j'adorais d'abord parce que je connais l'auteur, parce qu'on était très voisins. En plus, une consécration, le prix du chef de l'État, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont réussis. Il y a même des livres qui ne sont pas bons du point de vue de l'écriture, mais qu'on a réussi à faire des choses extraordinaires. Il suffit que vous êtes choisi par l'Académie, je ne sais pas, Goncourt ou autre chose, vous êtes un très bon livre. Alors que vous n'êtes pas le meilleur livre même dans la masse globale des textes qui sont sortis. Je voudrais également, si allez-y. Relever un fait subjectif dans un livre, comme Elhadj l'a démontré tout à l'heure, n'exclut pas l'honnêteté dans l'écriture du livre. Et l'honnêteté dans l'écriture du livre, c'est extrêmement important.
le dernier ouvrage que j'ai écrit d'ailleurs, en termes d'investigation, c'est le livre que j'ai écrit sur l'ANOCI, l'organisation de la conférence islamique. J'ai intitulé « Compte et mécompte de l'ANOCI ». Quelqu'un m'a reproché d'avoir trucidé Karim Wade dans mon texte et d'avoir été cruel avec lui. D'ailleurs, Jeune Afrique, dans une interview, j'ai répondu en disant, si vous allez, j'ai oublié la page, hein, je dirais dans le texte, à travers mes investigations, je n'ai jamais pu établir un enrichissement personnel entre Karim Wade et les sommes d'argent qui étaient consommées, qui pour moi fit un très grand gaspillage d'argent. J'ai dit, je n'ai pas pu établir ces preuves. En revanche, il y a lieu de croire que ce gaspillage d'argent a pu enrichir des gens, incontestablement. Parce que quand on réflexionne sur les documents comptables que j'ai tirés du rapport du commissaire aux comptes, qu'on a réflexionné le bureau du garde du corps de Karim Wade à 26 millions de francs CFA, l'immeuble où elle avait son ministère avait été construit 2 ans auparavant, on l'a réflexionné à 750 millions. C'est un gaspillage d'argent, c'est incontestable. Il a enrichi qui? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, la subjectivité ne peut en aucune façon enlever l'honnêteté dans la démarche de production d'un texte. Et ça, c'est extrêmement important. Si j'ai évoqué tout à l'heure l'écriture anglo-saxonne, ce n'est pas un complexe, c'est un constat que j'ai fait. Oui. Ils sont très rigoureux par rapport aux faits et très rigoureux par rapport à l'interprétation des faits. J'en arrive aujourd'hui à ce qui est considéré comme l'écriture quotidienne. Vous voyez, tous les journaux, vous vous réveillez le matin, scandale. Le parti et s'il y a un scandale? Mais comment vous jugez un scandale? J'ai lu un texte où on n'a même pas encore établi qu'un inspecteur du Trésor a bouffé l'argent. Lui-même conteste et donne des explications. Scandale. Pour un journaliste, je pense que ce qui est prudent, il dit détournement constaté, etc., etc. Je dis, il y a trop de commentaires. Et parfois, les commentaires ne sont assis sur rien du tout. Pas un fait. Je ne parle pas de la presse de manière générale. Je parle de l'écriture ici. L'écriture, elle est trop sérieuse. Oui. Elle est trop sérieuse dans la mesure où tout ce qu'on dit à la radio et à la télévision, il faut aller chercher des archives partout, regarder, etc., etc. Alors que ce que vous écrivez là, il restera ad vitam aeternam. Oui. Nous n'avons pas encore l'INA pour pouvoir garder toutes les archives sonores, toutes les archives visuelles. Donc je pense que, oui, de façon générale, si on est prudent, on peut faire un bon livre. On va finir par la révolution technique. On a les réseaux sociaux, on peut convaincre avec 280 caractères. Est-ce qu'on peut se demander que sert, par exemple, le livre politique, si on peut avoir une masse de lecteurs avec 280 caractères, tout simplement? Oui, c'est quoi regarder, oui. Parce que les réseaux sociaux sont juste une massification, une démocratisation extrême de la prise de parole, mais également une démocratisation des réseaux de diffusion. On n'a plus besoin, comme disait Lénine en politique, d'un journal en tant qu'organisateur collectif qui devait aller partout pour être le socle de l'organisation des classes ouvrières. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent en un temps quasiment nul la diffusion et la réception de toutes sortes de messages. Et par conséquent, les hommes politiques, d'ailleurs, tous les hommes politiques sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sans exception, avec leurs limites, 280 caractères, infini de caractères, etc. Mais toujours est-il qu'ils y sont, parce que c'est devenu le moyen le plus rapide, non seulement de dénoncer, pas dénoncer au sens de la dénonciation, non, de l'énonciation, oui, non seulement pour dire ce qu'ils pensent, pour amener les gens à adhérer à leur projet, mais également et surtout pour émouvoir. Oui. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas le lieu de la pensée, ce n'est pas le lieu de la construction patiente, lente de l'argument, mais c'est le lieu de l'émotion, au sens où l'individu est interpellé, non pas dans sa capacité de réfléchir, oui, mais dans sa capacité de s'émouvoir. En tout cas, on peut continuer le débat jusqu'à 3h, 4h de temps, parce que j'ai dit tout à l'heure, dès le début, le préambule, 3 invités spéciaux, en tout cas, et là, Hamidou Kassé, merci d'être là. Merci. Et merci, docteur Abdourahmane Diouf. J'aurais juste aimé que les hommes politiques qui écrivent continuent le débat
sous le format contradictoire. Ouais. C'est ce qui manque le plus dans ce pays. On a des discours qui sont des monologues, on a des livres qui sont aussi des monologues. Et on est dans un pays où les chefs de parti, en tout cas quand on a atteint une certaine stature politique, on ne fait plus de débats contradictoires. On n'accepte plus les invitations des journalistes pour confronter ces idées. On est tous dans le monologue. Donc que ce qu'on écrive dans les idées se retrouve à travers les médias pour un débat contradictoire. J'approuve aussi l'idée qu'on écrit pour l'histoire. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations fast-food ou d'argumentation fast-food sur les réseaux sociaux. Ça peut faire gagner pour un temps, mais sur la durée, ça ne tient pas. Il ne faudrait pas que ceux qui n'argumentent pas, que ceux qui insultent et ceux qui vont démonter un livre par une simple phrase, vous êtes nuls, ne puissent pas gagner le combat à terme. Abdou Latif Coulibaly, merci d'être là. Oui, évidemment, sur les réseaux sociaux, on embrigade plutôt qu'on convainc, ça c'est clair, mais on embrigade un temps très court d'ailleurs. Une fois que l'explication est donnée, la démonstration est faite du contraire de ce qui a été dit, Twitter ou autre, on rétablit la vérité et ça passe. Je voudrais par contre insister sur un fait. Rapidement. Oui, bien sûr, insister sur un fait. On ne débat pas chez nous. On est dans l'entre-soi. Et quand il y a débat supposé, c'est vraiment du débat, c'est pas de débat. Il n'y a pas échange d'idées et de pensées. En tout cas, il y a débat aujourd'hui avec trois invités. Merci à toute l'équipe technique, la noblesse anodine qui nous a permis de réaliser cette émission Belle Ligne qui parlait un peu de la politique en librairie, la relation qui existe entre l'écriture et le politique. Rendez-vous pour d'autres émissions où il y aura le débat sur ITV. C'est sur tout simplement votre programme ou votre télé préférée. Merci.